Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre 3e édition de Voix de fait sur Almoati. Monsieur Boucher, bonjour et bienvenue parmi nous. Vous avez été député régional, vous avez dû remettre votre mandat à Jacqueline Galland, ministre sortante du fédéral. Vous étiez échevin à la ville de Mons et vous êtes actuellement relégué dans l'opposition en tant que conseiller communal. Comment vous sentez-vous en tant qu'homme après tous ces changements consécutifs ? Ça met le piment à la vie. Je pense que quand on fait de la politique, essayer de rester dans une zone de confort, ça n'a pas de sens. On fait de la politique à un moment donné pour faire avancer des idées, pour faire avancer des projets. Et donc, fondamentalement, il faut quand même s'attendre à avoir quelques difficultés. Et si c'était aussi simple que ça, alors on changerait le monde très, très facilement. Donc ça, c'est un premier aspect. Pour le reste, à titre personnel, moi, je me sens très bien dans le sens où j'ai un bilan au niveau du Parlement de Wallonie. Je crois qu'il a été reconnu même par les autres groupes politiques. Donc j'ai fait mon boulot, je ne pouvais rien y faire. À partir du moment où il y a une démission à un autre niveau, je n'étais pas moi ministre de la mobilité. Donc ça, je ne pouvais rien faire à ce niveau-là. Et alors, en ce qui concerne Mons, ça fait partie des petits règlements de compte, de ce qu'il y a de moins agréable en politique, mais je pense que ça ne grandit pas ceux qui se plient à ce genre de jeu. Maintenant, on mène l'opposition de manière, on dit souvent constructive, il faut souvent dire ça en politique. Moi, je ne sais pas ce que c'est, il n'y a qu'une manière de faire de l'opposition, c'est proposer des projets, soutenir ceux qu'on considère être bons, et pour le reste, c'est proposer des projets alternatifs, ce qu'on a toujours fait. On avait des différences déjà quand on était dans la majorité, donc on ne change pas de point de vue. Les projets qu'on a soutenus dans la majorité, on continue à les soutenir. Ceux pour lesquels on avait des réserves, fatalement, on va pouvoir les exprimer de manière plus grande et plus forte. Et donc, à partir de là, le combat politique continue. Moi, je suis très heureux, très à l'aise par rapport à ça, parce que on a au moins, au niveau de mon groupe politique, le mérite de la cohérence. On a un discours qui a été clair depuis le départ. On continue à le porter de la même manière. Je pense que ça n'a pas été le cas de tout le monde au sein de ce conseil communal. Donc voilà, nous on continue le travail, et surtout ce qui est très important à comprendre, c'est qu'on ne fait pas de politique à travers un poste, on fait de la politique à travers un projet. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le poste qui les identifie. Non, c'est vos projets qui doivent vous identifier et vous définir sur le plan politique. Okay. La politique est-elle une discipline parfois déloyale pour vous ? Bien sûr, mais moi, vous n'allez pas tomber sur quelqu'un qui va vous faire un grand plaidoyer larmoyant sur les relations entre les personnes, etc. Parce que j'ai une approche assez professionnelle de la politique. C'est un lieu de travail. Ce sont des relations professionnelles. Donc, en plus, où la concurrence est exacerbée. Il ne faut pas s'attendre à ce que le type en face vous fasse des cadeaux, soit là pour vos beaux yeux, vous fasse plaisir. Maintenant, c'est comme au football. On peut parfois avoir un tacle appuyé qui est tout à fait correct. Il y a des tacles par derrière. Ici, ce qu'a fait le Parti Socialiste, manifestement, c'est plutôt le tacle par derrière. On verra si l'électeur met le carton rouge lors des prochaines élections. D'ailleurs, le carton rouge, pour eux, ça leur irait bien. Mais voilà, pour le reste, vous savez, je pense que c'est indigne quand on a une action politique, surtout quand on a les fonctions qui sont les miennes, même encore maintenant au niveau de ma formation politique, on a quand même une rémunération qui est confortable, on a un beau statut. Ce serait quand même assez indécent d'aller se plaindre à l'égard de gens qui, eux, doivent ramer chaque mois avec 800 €, 1000 €, qui ne savent pas comment ils vont faire pour éduquer les enfants. Ça serait un petit peu malvenu d'aller dire « Ah, vous savez, c'est dur mon métier ». Oui, il est dur, bon, ça on le sait, mais je ne suis pas là pour parler de moi, je suis là pour justement travailler sur des projets et faire avancer les choses. Maintenant, c'est clair qu'il faut aimer prendre des coups, et en tout cas, si on n'aime pas, il faut avoir plutôt un bon moral. Et ça, j'ai pu expérimenter que j'avais un bon moral, donc je suis assez content à ce niveau-là. Pensez-vous que la démocratie soit respectée sur la commune de Mons ? Non, manifestement. La démocratie, c'est beaucoup de choses. Et on le voit d'ailleurs avec le problème turc à l'heure actuelle. Considérer qu'on fait de la démocratie parce qu'il y a une élection et qu'il y a un résultat électoral, c'est un élément fondamental, mais c'est trop court. Alors, si on s'en tient uniquement aux élections, il y a un parti, le Parti Socialiste, qui a la majorité absolue seul, et nous, on était largement deuxième, puisqu'on a 3 fois plus de voix que le CDH, qui est le nouveau partenaire. Donc, manifestement, on a préféré prendre le 4e parti, parce que c'était plus simple de travailler avec eux. Bon, manifestement, au niveau du CDH, on n'a pas réclamé grand-chose. On a décidé de monter au pouvoir pour un plat de lentilles. C'est leur responsabilité. Mais donc, même en matière arithmétique, les choses ne sont pas respectées. Alors, vous allez me dire, le Parti Socialiste étant en majorité absolue, il pouvait rester tout seul. Moi, je les ai invités à faire cela. Parce que
soit vous ouvrez votre majorité, vous jouez le jeu, et vous considérez que vous avez un partenaire qui représente un 9e, un 8e, un 6e, ça dépend des proportions, et vous lui donnez cette influence-là, soit vous prenez un partenaire, et c'est ce qui a été fait, et vous partez tout seul finalement, comme si vous étiez tout seul, et vous rappelez du matin au soir à ce partenaire que vous êtes en majorité absolue. Ça s'appelle tromper les gens. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je les ai crus sincères, j'ai vraiment cru qu'ils ouvraient, qu'on allait pouvoir discuter. Au début, on a pu discuter, et puis ça devenait de plus en plus dur. Plus nos idées passaient, plus on avait une certaine portée, plus le PS a essayé de nous coincer, on ne pouvait plus avoir d'expression publique, on sortait des projets sans même nous en parler. Par exemple, le fameux Mons 2025, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Le Parti socialiste a dit il y a un nouveau projet de ville, Mons 2025. Bon, très bien. Moi, j'ai sorti la vision du mouvement réformateur du projet de ville. On m'a dit que c'était déloyal. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que Mons 2025, ils l'ont sorti sans me consulter à aucun moment. Donc moi, je me suis dit, ce projet de ville, et c'était ça, c'est une consultation de toutes les forces vives. Un parti politique, comme le MR, c'est une force vive au même titre que les associations, au même titre que les citoyens. Et donc on avait le droit d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais apparemment, non. À Mons, on considère qu'un parti, c'est tout sur tout. Vous savez, il n'est pas rare d'avoir des journalistes qui reçoivent des coups de fil par rapport à ce qu'ils écrivent ou à ce qu'ils disent, où on leur dit « fais attention, ça ne sert à rien d'aller là-dessus », etc. C'est une réalité, il faut quand même que les gens s'en rendent compte. Est-ce que c'est propre au PS ? Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est propre quand un parti a autant de pouvoir depuis autant d'années. C'est pas sain. Et donc mon rôle, c'est d'apporter ce contrepoids, d'essayer de casser cette majorité absolue pour amener des idées nouvelles et aussi permettre à quand même plus de 45% des Montois d'avoir une expression. Parce que si vous additionnez tous ceux qui n'ont pas voté pour le PS et tous ceux qui n'ont pas voté du tout, il y a plus de Montois qui n'ont pas voté socialiste que de Montois qui ont voté socialiste. On l'oublie parfois. Mais il y a plus de 10% d'abstention. Ils ne font que, ça reste un score colossal, mais malgré tout, que 55%. Ça veut dire que si vous additionnez les 45 plus les 10 qui n'ont pas été votés, il y a plus de Montois qui n'ont pas voté socialiste que ceux qui ont voté socialiste. Ils ont aussi le droit d'être représentés. Justement, en fait, vous pouvez nous expliquer, en fait, brièvement ce qui s'est passé le 12 juillet dernier lors d'un précédent conseil communal. Donc, je pense que le MR a quitté le conseil communal, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails par rapport à ce qui s'est passé ? C'est assez simple. En fait, on a un règlement d'ordre intérieur qui n'est pas très précis, qui dit qu'on a 10 minutes pour interpeller le collège. Et donc, il y a deux interprétations possibles. Celle qui est suivie depuis 1977. Donc, 1977, c'est presque 10 ans avant ma naissance. Donc, c'est quand même pas un règlement qui a été fait pour moi, a priori. Et donc, le règlement était compris comme étant 10 minutes par interpellation. Bon. Et le bourgmestre, parce qu'il trouvait que les 3 derniers conseils communaux s'étaient terminés entre minuit et 2h du matin, considère que c'est 10 minutes par conseiller communal. Donc ça veut dire que sur tout le conseil communal, on a 10 minutes désormais. Donc on n'a pas changé le texte, mais on change son interprétation. On a 10 minutes pour intervenir. Est-ce que c'est sérieux ? 10 minutes par mois pour gérer une ville de 95 000 habitants, 4e ville de Wallonie, ville avec 95% de chômeurs, avec un taux d'emploi, donc ça veut dire le nombre de personnes en âge de travailler qui travaillent, est inférieur à 50%. Donc il n'y a pas une personne sur 2 à Mons en âge de travailler qui travaille, avec une diminution considérable du nombre de commerces, avec toute une série de difficultés par rapport à l'enseignement. Et donc je crois que 10 minutes par mois, vous savez, un conseiller communal, il prend un jeton de présence de 150 € par conseil, plus quelques mandats annexes et les commissions, il peut aller chercher facilement entre 300 et 400 € par mois. Si c'est pour travailler 10 minutes, je crois qu'on a un problème. Et donc, oui, manifestement, c'est un simulacre de démocratie. Je terminerai juste là-dessus. Il y a quand même quelque chose d'assez particulier. On nous a jetés dehors de la majorité parce qu'on considérait qu'on parlait trop en étant dans la majorité. Donc on va dans l'opposition. Et le seul privilège de l'opposition, c'est justement de pouvoir exprimer ses idées. Maintenant, on essaye de limiter le temps de parole de l'opposition. Je commence à me demander si je vais pouvoir continuer à vivre à Mons, puisque ça a l'air de tellement gêner le bourgmestre que d'abord, il sort de la majorité, puis il essaye de museler l'opposition. Peut-être qu'un jour, il fera un règlement comme quoi je ne peux plus y vivre. Mais ça, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que Mons, c'est ma ville et je compte bien y rester. Mais justement, les relations entre vous et Elio Di Rupo se sont-elles apaisées depuis cet incident ou pas du tout ? Pour être très franc avec vous, on n'a pas énormément de relations. D'ailleurs, moi, ce que je déplore, et d'ailleurs peut-être qu'il écoutera, et c'est un message que je lui fais passer, ce que je déplore, c'est que j'ai le sentiment chez lui et chez beaucoup de ses collègues, il n'arrive pas à faire la distinction entre le débat politique
c'est-à-dire le débat des idées, le débat des dossiers, les oppositions et les personnes humaines. Moi, je vous le dis très franchement, j'ai pu taper très dur sur une série de gens au Parlement par conviction, parce que le débat politique est comme ça, que ce soit Joël Milquet, que ce soit le président du Parlement André Antoine ou Paul Magnette, ça n'empêche pas que humainement, quand par exemple Madame Milquet a eu ses difficultés, c'est normal d'être solidaire à un moment donné, de prendre en considération ce qu'il en est au niveau de la personne. Et donc, ce que je déplore chez beaucoup de socialistes d'ailleurs, je ne sais pas, ça doit être quelque chose, un mot d'ordre, c'est que dès qu'on les critique sur la question politique, ils en font une question personnelle. Je crois qu'il faut quitter ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le parcours d'Elio Di Rupo. J'ai énormément des positions sur le plan politique, mais je n'attaque pas la personne. Je crois qu'il y a des problèmes, des choses à améliorer dans la gestion de la ville, de manière importante. Je crois qu'il y a un problème qu'il n'ait jamais géré la ville de manière pleine. Il a toujours été président du PS, Premier ministre, ministre-président, mais ce n'est pas attaquer la personne, ça ce sont des faits. Je ne vais quand même pas dire qu'il y a du soleil quand il pleut, parce que ça pourrait déranger mon voisin, parce qu'il préfère le soleil. Il faut quand même pas rigoler. Et donc voilà, moi je n'ai aucun problème personnel avec lui. Je ne crois pas que la réciproque soit vraie, je le déplore, mais en tout cas, ma porte est toujours ouverte. Avez-vous mis vos menaces à exécution à l'échéance du Conseil communal du 12 juillet dernier en interpellant le ministre des Pouvoirs locaux, Paul Furlan ? Oui, je ne parle jamais en l'air, parce que je trouve qu'en politique, parler en l'air, ça crée justement les populismes. Les gens, en fait, ce qui les énerve profondément, c'est d'entendre des discours qui ne sont pas suivis d'actes, ou de voir des actes qui ne correspondent pas au discours. Donc il faut toujours faire ce qu'on dit. Donc le recours est en train d'être finalisé, parce qu'il fallait faire quelque chose sur le plan juridique de sérieux. Et, donc il y a eu des consultations aussi de la part d'experts et autres. Et donc le recours est quasi finalisé. Donc le ministre l'aura, puisque il y a un mois en fait pour le faire. Donc ça veut dire qu'on a jusqu'au 12 août. Mais normalement, dès cette semaine, il y aura déjà un dépôt du recours qui sera fait, oui. D'accord. Quelles sont vos ambitions pour la campagne électorale des communales, en fait, en 2018 ? Ambitionnez-vous de détourner, en tout cas, Elio Di Rupo ? Mais je l'ai dit, moi je crois que, vous savez, je sais une chose, c'est que si je m'étais tu, j'aurais pu rester échevin pour les 30 prochaines années de ma vie, sans difficulté. Parce qu'on avait quand même une opposition qui était relativement réduite en nombre. Je ne parle pas en qualité, je ne juge pas les personnes, mais en nombre, les groupes d'opposition étaient relativement peu nombreux, avec une présence médiatique qui n'était pas nécessairement très importante, et donc on pouvait continuer comme ça, tranquillement. J'ai agi comme ça parce qu'à un moment donné, en politique, il y a aussi une question de conviction qui doit intervenir pour les projets. Et manifestement, quand vous travaillez avec un partenaire qui a la majorité absolue, vous n'avez pas véritablement une discussion d'égal à égal. Alors moi, j'ai jamais demandé de même nécessairement d'être égal à égal, puisqu'ils avaient quand même une prédominance, mais à tout le moins, il faut quand même une ouverture nécessaire. Et je crois que psychologiquement, on peut même le comprendre. Moi, je comprends ça, mais alors qu'on l'assume et qu'on part tout seul, moi, si j'avais une majorité absolue, je ne sais pas si je l'ouvrirais. Je préfère être honnête, mais il faut le dire. Quand vous avez une majorité absolue, vous avez reçu un mandat pour aller gérer la ville, mais gérez-la, bon sang. Alors vous assumez tout. Le problème du PS, c'est qu'ils veulent la gérer, mais ils ne veulent pas tout assumer. Et c'est un petit peu, voilà, ils veulent les bons côtés, mais pas les mauvais. Donc c'est comme dans un couple, ils ont envie d'aller au cinéma avec madame, mais ils ne veulent pas assumer l'éducation des enfants. Ça ne va pas. À un moment, quand vous êtes un couple, il faut tout faire. Et donc ici, c'était un petit peu cette difficulté. Donc l'ambition, très claire, c'est de casser la majorité absolue. Parce que si vous ne cassez pas la majorité absolue, il n'est pas possible d'envisager véritablement des négociations politiques pour faire passer votre programme de manière sereine. On a su faire passer beaucoup de points pendant la période où nous étions à majorité, mais à quel prix ? Au prix de nombreuses disputes. Et ces disputes ont entraîné quoi ? La cassure de la majorité. Donc, c'est pas possible de retourner dans des schémas pareils. Alors, moi, je n'exclus personne en matière d'alliance, mais ce qui est certain, c'est que le point de départ, c'est qu'il faut que personne ne puisse avoir la majorité absolue au sortir des élections pour que le jeu soit ouvert et puisse alors donner lieu à des coalitions. D'accord. Où en est aujourd'hui l'avancée de la gare de Mons ? Les délais avancés seront-ils, selon vous, bien respectés ? Je ne suis pas Madame Irma. Il faudrait interroger aussi le nouveau ministre de la Mobilité, M. Belot. Mais néanmoins, manifestement, on peut quand même se dire que ce chantier a connu des difficultés extrêmement nombreuses. Celle de la gare, on le soutient
on fait le boulot, quoi, tout simplement. Il n'y a pas question de ralentir les choses. Je pense que ça pose quand même une grande question dans la gestion de la SNCB. C'est pourquoi s'être lancé dans tant de projets de gares pharaoniques. Il y a eu Anvers. Anvers, à la rigueur, je vais vous dire, je peux la comprendre. On va dire, il est libéral, donc il parle pour Bardewever, c'est ridicule. Il suffit de regarder la gare d'Anvers, c'est un élément du patrimoine. Et cette gare, il y a à la fois de la modernité, mais c'était surtout la préservation de l'ancienne gare. Donc ça pouvait justifier. La gare de Liège, éventuellement, bon, mais on a commencé à multiplier ces projets. Il y a Malines, Ostende, Mons, et c'est toutes des gares qui coûtent beaucoup d'argent. Alors on nous dit tout le temps, mais le budget des gares, attention, c'est pas le budget du ferroviaire. Et ça, c'est des bêtises. Parce que c'est de l'argent qui vient du fédéral, et après, on fait des choix. On dit, on met cet argent sur tel budget ou sur tel autre. Alors après, effectivement, le budget est distingué. Mais au départ, le budget n'est pas distingué. C'est un budget global. Et donc, par rapport à cela, ce ne sont pas des décisions qui ont été prises quand nous avions la mobilité, mais je crois que c'est une question qu'on peut se poser sur la manière dont ça a été géré par le passé. Pour le reste, est-ce que Mons avait besoin d'un tel architecte ? Moi, j'ai beaucoup d'ambition pour ma ville. Mais avoir de l'ambition pour sa ville, c'est de montrer qu'on a des gens de talent. On a une école d'architecture à Mons. Je me suis toujours interrogé de savoir pourquoi cette école n'a pas été sollicitée. Et d'ailleurs, je peux prendre un autre exemple. On a créé un palais des congrès. On a été chercher Libeskin, qui était un architecte internationalement connu, mais lui-même a sous-traité à un architecte montois. Et on a eu très peu de difficultés. Il y a toujours quelques difficultés sur les grands chantiers, mais on en a eu très peu. Ça, c'est une belle alliance. Ici, on a été chercher Santiago Calatrava, qui, dans sa vie, mettra les pieds 3 fois à Mons, dont certainement une fois pour venir chercher son chèque. C'est très bien, mais je ne sais pas si ça va nous apporter un touriste de plus. Et on passe à côté d'une belle occasion pour tous les architectes montois. D'accord. Quel bilan tirez-vous de Mons 2015 ? Mons 2015, je l'avais déjà dit en 2012, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que l'année 2015 allait fonctionner, pour 2 raisons. On avait une équipe, et d'ailleurs on a gardé une partie de ces gens de grande qualité, qui connaissaient le milieu culturel, donc pas de difficulté avec ça, et surtout on était doté de près de 70 millions d'euros. Quand vous avez 70 millions d'euros à dépenser sur un an pour organiser des activités culturelles, je crois qu'il faut quand même... Il faut aussi se rendre compte que ça s'appelle du luxe. Si on me donne 70 millions d'euros maintenant pour organiser ce genre de choses, je crois que j'ai de quoi voir venir. La vraie question, le vrai problème de Mons 2015, c'était l'après. Si vous faites juste une année culturelle, que vous amenez, d'ailleurs, il y a toute une polémique, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai certains éléments qui me posent question par rapport aux chiffres. On nous dit qu'il y a 2 millions de visiteurs à Mons 2015. Bon, très bien. Chiffre fondation. Mais à côté de ça, on a le SPF Économie qui dit qu'il y a 100 000 visiteurs dans les hôtels. 2 millions, 100 000, je ne suis pas un spécialiste du secteur, mais je trouve que le ratio est quand même relativement faible de gens qui sont restés dans les hôtels par rapport à ceux qui sont venus. D'ailleurs, ce n'est pas 2 millions de visiteurs, mais c'est bien 2 millions de visites. Donc moi, par exemple, je suis compté certainement 80 fois, puisque j'ai été à toutes les activités. Mais au-delà de ça, le véritable enjeu, c'est de réussir l'après. Et l'après, et ça c'était l'objet des discordes avec le PS, donc ça c'est un signal important que je vais envoyer. On ne s'est pas disputé pour des questions personnelles, même si bien sûr qu'il y a de la rivalité personnelle qui intervient, il faut aussi être honnête, mais il y a surtout eu des divergences sur le fond. Moi j'avais dit qu'il fallait un projet de ville rapidement pour capitaliser sur Mons 2015. Ici on a eu tous ces visiteurs, on a eu toutes ces activités. Vous pouvez aller à Mons maintenant, citez-moi, si vous arrivez à découvrir plus de 3 expos, je vous souhaite beaucoup de plaisir, parce que moi je n'ai pas réussi à le faire. Et ça ne va pas. Ça ne va pas parce que vous laissez partir alors tout un tissu associatif, toute une série de bénévoles qui se sont engagés, et vous les décevez. Et dans une région comme la nôtre, avec tant de difficultés, une région qui a autant souffert dans l'histoire, vous ne pouvez pas décevoir les gens. Si vous faites naître un espoir chez eux, il faut le concrétiser. Et ça, pour moi, c'est véritablement le problème. Alors on nous parle de biennale. Donc c'est un mini-Mons 2015 qu'on va refaire tous les 2 ans. Comme par hasard, on va le faire en septembre 2018. Pour juste votre information, on vote en octobre 2018. Voilà, moi je ne suis pas mauvais esprit, mais je trouve que la date est quand même un petit peu particulière. J'ose espérer qu'on pensera le projet de ville, non pas pour des intérêts électoraux, mais bien dans l'intérêt de ma région. Je vous donne un simple exemple quand on parle de capitale européenne de la culture. Pour moi, ça a vocation sur 2 plans. À familiariser les gens avec la culture. Il faut quand même savoir qu'on a un taux d'analphabétisation relativement élevé. On n'en parle pas souvent, mais c'est une vraie douleur sociale au quotidien. Et le deuxième angle, ça doit surtout être un projet économique, du développement économique. Ça doit permettre d'augmenter le nombre d'habitants, ça va permettre d'augmenter le nombre d'investissements, ça doit faire en sorte qu'on ait plus de voies d'accès, qu'on soit vraiment un pôle de développement
historique, culturel, patrimonial, mais aussi sur un plan commercial ou par exemple un tourisme d'affaires. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes liés au contrat de travail sur Mons 2015, notamment de nombreux cas de travailleurs qui se retrouvaient du jour au lendemain, faute de subsides, faute de moyens financiers disponibles, au chômage. Qu'en est-il ? Vous faites allusion au licenciement au manège. Ouais. Vous savez, quand je parle de prévision, on est typiquement là-dedans. Le souci en politique, c'est qu'on est, surtout en Belgique francophone, et c'est vrai dans le chef du président du Parti Socialiste, c'est sa façon de fonctionner. À chaque fois qu'il fait un discours, il commence, je vous assure, vous pouvez vérifier, chaque fois qu'il fait une inauguration à Mons, il commence toujours par la même phrase, il dit « N'en déplaise aux esprits aigres et amers et vinaigres », et voilà, il utilise toute une série de qualificatifs dans ce sens-là. Je me sens parfois d'ailleurs partiellement visé, c'est peut-être d'ailleurs le but, mais est-ce que en politique, souligner ce qui ne va pas, c'est être un esprit vinaigre. Vous savez, moi je ne conçois pas la politique comme étant un endroit où on doit dire ce qui va bien. Ça, on a des présentateurs télé, on a des gens qui font du marketing, etc. Le rôle du politique, c'est de dire ce qui ne va pas et d'apporter la solution pour résoudre ce qui ne va pas. Mais on n'est pas là pour dire qu'il y a du beau temps. On est là pour trouver des solutions quand le temps est mauvais. Et ça, vous ne pouvez pas en général. En Belgique francophone, voilà, vous êtes un mauvais esprit, etc. Donc, on a déjà souligné l'après 2015. Je vous l'ai donné dans ma réponse précédente. Ici, c'est exactement la même chose. On savait les difficultés financières du manège. On savait. Dans la structure, j'ai découvert qu'on savait. On savait dès 2010-2011. Des gens dans la structure ont tiré la sonnette d'alarme. On a dit, touche à rien avant Mons 2015. Puis il y a eu les budgets Mons 2015 qui sont arrivés, qui ont permis d'être cache-misère, puisqu'il y a du personnel qui a été mis à disposition dans une structure qui était payée par l'autre, ce qui d'ailleurs donne lieu maintenant. A priori, tout est correct. Moi, je n'ai pas envie de lancer des anathèmes, mais certains se posent question en disant comment on a géré cette comptabilité. C'est comme ça qu'il y a eu quelques questions posées par la justice. Et donc, on a pu cacher les difficultés de la sorte. Mais le problème, c'est qu'à un moment, vous ne pouvez pas tenir à l'infini. On savait très bien que ça allait casser. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a préféré attendre que ça casse plutôt que de prévoir à l'avance. C'est un grand problème en politique, c'est qu'on se dit, tant que ça tient, ça tient. C'est pas comme ça qu'on gère. Exactement. Quels sont vos objectifs en termes de lutte contre le chômage, notamment pour les jeunes ? Vous qui avez été en fait président de l'AILE, agence locale pour l'emploi. Alors, il y a deux volets. Il y a le volet court terme, je dirais, et un volet plus long terme. Le volet court terme, c'est celui qui implique essentiellement la formation et la mobilité des travailleurs. Une difficulté que l'on a dans ma région, c'est qu'on a un des plus faibles taux d'emploi dans notre arrondissement par rapport à la Wallonie, mais on a aussi un très faible taux de mobilité des travailleurs. Donc il faut travailler cette mobilité, il faut travailler sur les compétences, ne serait-ce que les compétences linguistiques, on le sait, dans notre pays, c'est quelque chose de fondamental. Et il faut surtout, on l'a déjà dit des millions de fois, diminuer les charges, diminuer la fiscalité, c'est très bien. Mais avant ça, ou dans le même temps, il faudrait déjà la simplifier. À l'heure actuelle, on est dans un pays qui est un peu fou, où on vous met un taux fiscal relativement élevé. Puis on vous dit, mais vous avez des dizaines de mécanismes qui vous permettent de diminuer ce taux d'imposition. Est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné remettre les choses à plat, avoir un taux peut-être plus faible, mais supprimer ces mécanismes, que ça soit pour les particuliers comme pour les entreprises. Ça n'a pas quand même beaucoup de sens de dire aux entreprises c'est 33%, le taux nominal, alors qu'on sait très bien que le taux moyen est à 25%. Pourquoi ne pas mettre tout le monde à 25%? Parce que pour arriver à un taux de 33 à 25, il y en a qui payent 10, mais d'autres qui continuent à payer 33. Et c'est ça qui ne va pas. Donc, il y a la diminution, mais aussi la simplification de ces mécanismes pour créer l'entrepreneuriat. Premier élément. Deuxième élément, c'est tout ce qui relève des mentalités. Vous savez, dans ma région, il y a le club de football Division 1 qui a fait faillite. Et j'ai beaucoup de supporters qui m'ont dit, mais comment c'est possible qu'il n'y a personne pour reprendre ? Mais vous savez, à partir du moment où le patron est toujours vu comme l'ennemi, comme dès qu'il a une trop belle voiture, on le jalouse, on le critique, comme un affameur presque. C'est normal que vous n'ayez plus beaucoup d'entreprises dans votre région. Et donc, le jour où vous n'avez plus d'entreprises, vous n'avez plus de sponsors pour votre club sportif, vous n'avez plus de mécènes pour la culture, pour les activités de jeunes. Et donc, je crois qu'à un moment, il faudra dans cette région, dans le pays, je dirais plutôt du côté francophone, il va falloir un petit peu réconcilier les gens avec le monde de l'entreprise, mais au-delà des discours. Il faut par exemple que vos auditeurs sachent que plus de 90%, près de 90% en fait, de l'emploi dans notre pays est créé par des PME ou des TPE.
Donc ces patrons-là, ils ne volent pas sur un jet avec un gros cigare et une limousine. Ce sont vos voisins, c'est votre patron qui vous fait la bise, en fait, qui négocie avec vous au quotidien et qui est tout aussi malheureux que vous quand il doit vous mettre en chômage économique. Et donc il faut prendre en compte ces réalités-là et arrêter de critiquer en permanence le monde de l'entreprise, le monde du salarié en disant oui, il y a des très riches sur cette terre. Oui, il y a un problème de répartition de richesse, fondamentalement. Je dirais, faut pas essayer de faire mystère par rapport à ça. Mais ce ne sont pas ces petits patrons les responsables. Il y a une difficulté qui est au niveau européen et mondial. Et ceux qui sont souvent visés par nos adversaires politiques, des grands patrons avec des rémunérations colossales, en général n'ont plus leur domicile fiscal en Belgique depuis très longtemps. Alors menons les combats au bon niveau de pouvoir et arrêtons de pourrir la situation. Et le deuxième volet, c'est à plus long terme, c'est ce que je disais. Je pense que les évolutions technologiques et l'évolution du marché du travail va amener, et je ne suis pas le seul à le dire, une disparition de l'emploi salarié. Ça veut dire qu'il y aura toujours du travail, par exemple via l'économie collaborative, mais l'emploi salarié avec lequel on a un patron des cotisations sociales, ça, avec le temps, ça va disparaître. Et donc, par rapport à cela, moi je suis favorable à titre personnel pour l'allocation universelle, qui permettrait en fait, et je pense que l'allocation universelle finalement n'a qu'un défaut, c'est son nom. Moi je préfère parler de dividende sociale. Dividende sociale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre société crée de la croissance, que chaque individu, qu'il ait un emploi ou pas, contribue à cela. Celui qui n'a pas d'emploi mais qui s'occupe de ses enfants, qui fait du bénévolat, qui fait de la culture, il contribue aussi à la croissance, il contribue au bien-être de la société. Et donc il est normal, comme un actionnaire dans une société, qu'il touche un dividende. C'est un petit capital qui lui permet alors de faire des choix libres dans sa vie. Parce que je terminerai là-dessus. Vous savez, à mes yeux, le plus grand malheur du monde, c'est pas tout ce qu'on pointe d'habitude, les inégalités, tout ce qu'on veut, oui, ça c'est... Il y a quelque chose qui est plus fondamental, c'est qu'il y a des millions de personnes, des centaines de millions de personnes sur cette planète qui ont un talent, qui ont une envie d'entreprendre, qui ont une envie de réaliser quelque chose dans leur vie et qui ne peuvent pas parce qu'il leur manque 500 balles par mois, parce qu'il leur manque 1000 balles par mois. Et ça, je trouve que comment on peut se dire qu'on a envie d'améliorer le bien-être de la société alors qu'on laisse des centaines de millions de personnes ne pas pouvoir développer leur talent. Ça, c'est dingue. C'est complètement dingue. Il y a des types, vous leur mettez 1000 balles maintenant par mois, ils vont ouvrir un commerce et peut-être créer de l'emploi. Il y en a d'autres, ils vont avoir une activité culturelle, artistique, sportive, ils vont faire des études et ils vont améliorer le bien-être de tous. Eh ben non, on se prive de ça parce qu'on a une logique de répartition des moyens qui finalement n'est pas basée sur le fait qu'un être humain a droit à cela, mais plutôt sur des logiques assurantielles qui n'ont pas toujours beaucoup de sens. Quelles seraient les conséquences directes de l'allocation universelle sur les allocations existantes ? Dans mon modèle, il y a une disparition des allocations existantes, de la plupart d'entre elles, donc en fait allocation familiale, allocation de chômage, RIS au niveau du CPAS, pension également, en tout cas la base des pensions, et donc tout le monde à partir de 18 ans, 1000 € par mois, et 1600 à partir de la pension, ce qui est quand même considérablement supérieur à la pension moyenne. Il faut quand même se rendre compte de ça. D'ailleurs, au niveau de la pension, c'est un petit peu un système hollandais. Les Pays-Bas ont le meilleur taux de remplacement au moment de la pension. Donc, ce qu'on appelle le revenu de remplacement, c'est la pension, en fait, a le meilleur taux en Europe avec cette logique-là. Le problème en Belgique, c'est quoi ? C'est que la pension moyenne d'un indépendant, elle est à peine de 900 €. La pension moyenne d'un employé, elle est à 1200 €. Et on a des pensions moyennes de la fonction publique qui sont beaucoup plus élevées parce que c'est un revenu différé. Donc là, il y a une logique à revoir. Il n'est pas normal qu'on ait de telles différences à la fin de sa vie. Je crois qu'il faut rééquilibrer les choses. Bon, j'étais parti sur 1600. Qu'est-ce qu'on garde de la sécurité sociale actuelle ? 15 milliards, plus ou moins, qui sont les gros risques. Donc ça, ce sont les maladies de longue durée, le handicap, ce sont vraiment les personnes en invalidité. Il faut que vous sachiez qu'à l'heure actuelle, 50% des soins de santé sont consommés par 5% de la population. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut leur jeter la pierre, ils en ont réellement besoin. Ce sont des gens qui sont véritablement gravement malades, qui véritablement ont des difficultés. Il est normal que la société le prenne en charge. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que finalement, on crée un système aussi lourd pour quelqu'un qui a un handicap à vie, qui est invalide et qui, lui, doit recevoir cette structure de l'État, eh ben, le même mécanisme, la même lourdeur s'applique à vous, à moi. Quand on va chez le dentiste, vous devez aller, le dentiste vous donne une attestation, puis vous mettez votre vignette mutuelle, vous la renvoyez à la mutuelle, il y a quelqu'un qui vérifie votre dossier, c'est renvoyé à un autre, il y a un autre qui vous paye, et un mois plus tard, vous récupérez 27 € sur les 40 que vous avez payés.
Ça n'a aucun sens. C'est de la lourdeur administrative colossale et ça n'a aucune production en matière humaine, en matière d'intérêt général. Donc je pense qu'il faut mettre ça de côté et aller vers quelque chose de plus souple, de plus clair, de plus évident, qui en plus, et ça c'est un autre aspect, permet à celui qui travaille de tout de suite être mieux rémunéré que celui qui ne travaille pas. À l'heure actuelle, on le sait, parfois vous travaillez en payant les impôts, les charges sociales et autres, vous vous retrouvez avec un revenu dans la poche inférieur à quelqu'un qui ne travaille pas. Ici, le problème n'existe pas, puisque vous partez tous de la même base, et donc dès que vous gagnez 1 euro, cet euro-là est en plus de ce que vous percevez si vous restez sans avoir un travail rémunéré. Ça ne veut pas dire que vous foutez rien, que les choses soient bien claires. Le handicap est-il une préoccupation prioritaire dans votre commune ? Oui, en tout cas c'est quelque chose qui est important, mais quand je dis, justement c'est intéressant que vous me posez la question et c'est pour ça que ma réponse est un peu dubitative. Je pense que personne manifeste, et je ne vais pas critiquer mes adversaires politiques sur ce genre de choses, c'est indécent. Je crois qu'à un moment on peut faire du combat politique, mais il faut quand même garder raison. Le point dans une commune comme la mienne qui est compliqué, c'est que c'est une commune moyenâgeuse en fait. Elle a été construite au 7e siècle, la ville de Mons, c'est une très très vieille ville et donc ça monte, ça descend. En plus on a décidé pour garder le caractère historique de la ville d'avoir des pavés. C'est une ville qui est très compliquée déjà pour les vélos, mais donc pour toutes les personnes à mobilité réduite par exemple. C'est pas la seule forme de handicap, mais c'est une forme visible et souvent très prégnante. Ce n'est vraiment pas l'idéal et manifestement il y a encore un travail colossal à réaliser, que ce soit à l'époque où on était en majorité ou maintenant qu'on est en opposition, la question n'est pas celle-là, mais parce que dans les projets, ce n'est pas suffisamment intégré. Et moi, je crois que l'on doit, et j'en avais parlé lorsque j'étais échevin, et je pense que c'est quelque chose vers lequel on doit aller, dans les cahiers des charges des travaux, on doit absolument avoir des cases spécifiques au handicap. Alors ce sont souvent des handicaps plutôt moteurs quand on fait des travaux par exemple d'accessibilité, mais pour obliger l'auteur de projet qui n'y pense pas toujours, ça s'améliore, on a beaucoup de progrès, mais malgré tout c'est pas nécessairement automatique, pour l'obliger à réfléchir, à remplir une série de conditions par rapport au handicap, je dirais moteur. Pour tout ce qui est autre type d'handicap et je dirais insertion sur le marché de l'emploi, on en revient un petit peu à ce que je disais, il y a des gens, il leur manque un petit capital pour réaliser quelque chose de leur vie. Il y en a d'autres, ils ont une petite différence et donc à cause de ça, on se prive aussi de leur capacité. Je crois qu'on doit arrêter d'aborder le handicap comme une contrainte à intégrer dans nos mécanismes. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt penser à un aménagement, que ce soit sur le lieu de travail ou que ce soit dans l'espace public, comme un aménagement le plus inclusif possible. Je vous donne un simple exemple. Quand vous êtes en chaise, c'est clair que vous avez besoin que ce soit bien éclairé pour voir tous les obstacles, par exemple. Mais que ce soit bien éclairé, ça me sert à moi, tout jeune, en pleine santé, parce que j'ai pas envie de taper mon pied dans quelque chose, parce que justement, je pourrais me blesser à cause de ça. Cet exemple-là, c'est pour vous montrer que quand vous faites des aménagements qui sont les plus inclusifs possibles, en fait, ils profitent à tous. Et donc, il faut arrêter de dire on a fait un aménagement pour personnes à mobilité réduite. Non, non. On a fait un aménagement qui rend l'espace plus agréable pour tous. Et donc, oui, de ce fait-là, effectivement, même les personnes qui n'y auraient pas eu accès, maintenant y ont accès. Et je crois que sur le lieu de travail, c'est la même chose. Souplesse des horaires, plus de facilité dans les postes de travail. Allez, on parlait par exemple des ordinateurs. À l'heure actuelle, il est quand même possible avec les moyens technologiques de pouvoir vous connecter depuis n'importe quel ordinateur à votre environnement de travail. Si vous faites ça, ça permet à des personnes qui ne savent pas toujours venir au boulot pour des raisons de santé, de pouvoir être engagées chez vous. Mais ça permet aussi à tout votre personnel d'éviter les embouteillages quand il y en a trop, de venir au boulot que quand c'est nécessaire. Donc vous voyez, à chaque fois que vous faites un aménagement soi-disant pour une personne malade ou handicapée, en réalité vous améliorez la vie de tous. Donc je pense que c'est une manière d'envisager les choses. Quelles seraient vos priorités personnelles en termes de maintien de notre système de sécurité sociale ? Je vous ai déjà un peu répondu. Moi, je crois effectivement qu'il y a, comme ça me permettra d'être bref au moins sur une réponse, je crois qu'il faut distinguer les deux aspects.
le court terme, je soutiens d'ailleurs, c'est une partie de mon boulot de défendre la politique gouvernement, donc je ne vais pas vous dire l'inverse maintenant, mais je crois qu'on est dans la bonne direction et les premiers résultats sont là. 65 000 emplois créés, 90 000 entreprises, on a vu un bien-être amélioré pour les aînés, donc les résultats se font déjà sentir de la politique que nous menons. Mais c'est une politique qui est celle de la responsabilité immédiate. Je pense que quand on a mon âge, et c'est d'ailleurs une préoccupation que partage par exemple le Premier ministre, on l'oublie souvent, mais le Premier ministre à l'heure actuelle, il n'a que 40 ans, hein, donc a priori, et c'est dommage pour ses détracteurs, moi je m'en réjouis, mais pour ses détracteurs, ils devront encore normalement le supporter quelques années. Mais quand on est des jeunes politiques comme ça, c'est normal de penser à beaucoup plus long terme. Et c'est les discussions qu'on a eues, on partage pas toujours la même vision du futur, ça c'est clair, mais voilà, ce sont des préoccupations dont on discute avec toute une série de jeunes mandataires aussi, d'autres mandataires, parfois d'autres formations politiques aussi, parce que je crois que notre modèle, si on veut conserver, non pas le modèle, mais le bien-être, il va falloir le changer radicalement. Et le souci à l'heure actuelle dans le débat, et je terminerai par là, c'est qu'on dit tout le temps il faut préserver notre modèle social. Ça n'a pas de sens de préserver un modèle social. On s'en fout. Je veux dire, il ne faut pas le sacraliser. Ce qui compte, c'est de préserver un niveau de bien-être et même l'améliorer. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est piquant, c'est qu'il n'y a plus aucun homme politique qui parle d'améliorer le bien-être. On dit qu'il faut le préserver. Ça veut déjà dire beaucoup sur le peu de confiance que l'on a dans le modèle actuel, en tout cas pour le futur. Je crois que si vraiment on veut améliorer les choses, alors il va falloir repenser des nouveaux contrats sociaux. Vous venez d'accéder à de nouvelles fonctions au sein de votre parti politique, fonction de visibilité en tant que délégué général en charge de la prospective et de l'animation. En quoi ce rôle consiste-t-il ? Alors, ça c'est d'ailleurs toujours quelque chose qui est très drôle, c'est que, façon député échevin, c'est la même chose. À chaque fois que vous expliquez votre boulot quand vous faites de la politique, la personne qui est face à vous ne pige pas ce que vous faites. Elle se dit que ça doit être un bon boulot, ça doit être sympa. Elle ne pige jamais. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Parce que les gens ne réalisent pas ce qu'on fait au quotidien. Et d'ailleurs, c'est très interpellant, justement. Ça pose question. Mais en tout cas, dans ma fonction, il y a 3 rôles fondamentaux. Le premier, prospectif, c'est aller chercher de nouvelles idées qui seront intégrées peut-être à court terme dans les programmes, peut-être parfois à beaucoup plus long terme, parfois pas du tout. On les expérimentera et on verra, que ce soit sur le plan social, réforme de la démocratie. Donc on a des projets de rencontres par rapport au droit de vote obligatoire, par exemple en septembre. Il y aura des rencontres avec les syndicats pour tester des nouvelles idées en matière sociale, marché de l'emploi. Donc en plus de ce rôle de tester de nouvelles idées, il y a aussi une ouverture qui se fait vers les universités, vers les syndicats, vers des jeunes qui portent des idées, des associations. Donc on veut vraiment... Vous savez, le mouvement libéral, il a la tradition du dialogue, de l'écoute, de la richesse, de l'ouverture. On a porté ces idées-là. Et donc, je crois que c'est très important de les entretenir au quotidien. Deuxième volet, c'est tout ce qui relève de l'animation politique. Donc là, on est dans le travail aussi interne, donc aller dans les sections, porter la bonne parole, je dirais, ou en tout cas échanger, être disponible pour les sections, pour expliquer nos actions au niveau du gouvernement, pour expliquer ce qui se passe et ce que l'on fait au niveau du parti, travailler dans le cadre de la doctrine. On aura 6 réunions à la rentrée directement pour continuer ce travail qui a été amorcé par Richard Miller. Et donc, il y a aussi tout un travail de créer de l'activité au sein du parti. Troisième volet, ça, c'est ce que vous disiez, l'action de visibilité, l'action de communication, où là, c'est participation à des débats, rencontres avec les structures et pouvoir aller porter d'une certaine manière tout ce que l'on fait au niveau du gouvernement, parce qu'il faut reconnaître une chose. Autant je suis convaincu par nos actions, autant nous sommes bien conscients, et c'est quelque part normal. On a 5-6 partis d'opposition face à nous, on est le seul dans la majorité, donc dans le monde francophone, quand on entend notre voix 1 minute, on entend pendant 6 ou 7 minutes les autres, alors je compte même pas là-dedans les syndicats et certains groupes de pression qui ne sont pas toujours très neutres, et donc quand vous additionnez ça, on doit travailler 5 fois plus. C'est l'adage des Marines, hein, en fait c'est des militaires d'élite américains. Ils disaient qu'ils devaient être forts comme 3 soldats parce que comme ils intervenaient sur des plages ou des bateaux avec des embarcations, ils étaient 3 fois moins nombreux que les bataillons militaires. Nous, on doit un petit peu faire la même chose. On doit être 3 fois plus actifs. Je ne sais pas si on est 3 fois plus fort, mais en tout cas 3 fois plus actifs pour pouvoir compenser finalement notre faiblesse en nombre. Je vais continuer en tout cas sur la même question. Pour ces nouvelles fonctions, pensez-vous que ce soit un témoignage de confiance de votre président Olivier Chastel ?
Bon, on a connu pire. Hein. J'ai eu des jours plus difficiles que celui où il m'a annoncé ma fonction. Oui, c'est une fonction qui est quand même attachée, qui est attachée à la présidence du parti. Il est clair qu'en portant un rôle officiel pour votre formation politique, vous l'engagez aussi. Donc ça veut dire que la responsabilité est encore différente. Alors, quand je m'exprime, je continuerai à m'exprimer à titre personnel et je le préciserai toujours. Mais ça veut dire aussi que vous avez une responsabilité accrue, je dirais parfois même encore plus importante que si vous êtes simplement mandataire isolé dans votre coin. Donc c'est quand même une belle marque de confiance, que ce soit de la part d'Olivier Chastel, mais aussi de Charles Michel, Didier Renders, Louis Michel, sont tous des gens avec qui j'ai eu des contacts au préalable, qui ont téléphoné, qui ont pris le temps, la peine aussi d'avoir des échanges. Donc oui, je me sens pleinement soutenu par rapport à ça. C'est une belle marque de confiance. Il faut se rendre compte aussi que c'est un bel atout pour continuer la dynamique qui était la mienne au niveau du Parlement. Parce que, vous savez, je le disais tout à l'heure, faire de la politique, ça demande beaucoup de temps et ça demande malheureusement dans notre pays un titre. Parce que quand vous allez devant les journalistes, si vous n'avez pas de titre, pourquoi vous exprimez? Vous êtes qui? Vous n'êtes pas plus bête ni plus malin, hein, mais c'est comme ça. Et donc, ce titre me permet d'avoir cet accès, me permet de continuer à rencontrer, à diffuser une idée, à recevoir les idées. Et surtout, oui, il y a aussi la question de temps. Parce que je suis avocat, donc je pourrais très bien financièrement à un moment donné dire voilà, je consacre tout au métier d'avocat, mais alors vous n'êtes plus politique professionnelle. Et dans notre métier, quand vous êtes face à des adversaires, des opposants politiques qui, eux, sont des politiques professionnelles, c'est quand même difficile si vous le faites au quart-temps quand vous en avez le temps, quoi. Pensez-vous que votre style assez novateur, qui n'hésite pas à bousculer les codes, fasse l'unanimité au sein de votre parti et vous sentez-vous suffisamment soutenu? Vous ne faites jamais l'unanimité, mais personne ne fait l'unanimité. Mais moi, je ne cherche pas à faire l'unanimité, je cherche à être sincère. Vous savez, avant d'être un homme politique, il faut déjà être un homme. Et je pense qu'un homme, c'est quelqu'un qui doit être courageux, qui doit être sincère, qui doit assumer ce qu'il dit, qui ne doit pas avoir peur de prendre des coups. Et donc, je travaille en honnêteté, en sincérité avec les collègues. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent. Mais c'est normal dans toute relation humaine. Je veux dire, moi, ça se voit peut-être un peu plus, mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun... C'est rare un mandataire qui fait l'unanimité. D'ailleurs, un mandataire qui fait l'unanimité, il doit s'inquiéter. Parce que ça veut dire qu'en fait, il n'a jamais sorti une idée qui a déplu à quelqu'un. Bon, alors soit il n'a jamais sorti d'idées tout court, soit il a sorti des idées tellement générales que personne ne pouvait pas être d'accord. Donc voilà, on a tous nos moments un peu plus... avec des personnes qui sont un peu plus difficiles. Mais que les choses soient bien claires, ce que mon parti a fait pour moi ici, il ne l'a quand même pas fait pour tout le monde non plus. Donc il ne faut pas non plus... il faut avoir aussi ce sens de la loyauté. C'est quand même une belle marque de confiance. Pour le reste, bien sûr qu'il peut y avoir des divergences, mais ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, moi, à titre personnel de mon côté, je n'ai aucune ambition contre un membre de ma formation politique. J'ai une ambition par rapport à des idées, je continuerai à défendre mes idées. Il y en a certains avec qui il y a une relation cordiale, d'autres avec qui il y a une relation professionnelle. Elle reste toujours professionnelle, mais elle s'en tient juste à ça. Voilà, pour le reste, vous savez... J'ai toujours été effaré à quel point ça intéressait les journalistes de savoir qui s'entend bien avec qui. Fondamentalement, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est que les idées soient positives pour le citoyen et que ça permette d'avancer. Maintenant, bien sûr qu'il y a une série de personnes dans ma formation politique avec qui je partirai jamais en vacances. Mais vous aussi, vous avez des collègues avec qui vous iriez jamais en vacances. Donc, il n'y a rien de terrible à ça. Quelle serait, selon vous, la définition du libéralisme contemporain ? Ah, c'est une excellente question. Parce que je trouve, et c'est un problème que l'on a aussi chez nous, c'est que beaucoup de gens confondent libéralisme et conservatisme. Donc il y a souvent, et d'ailleurs le paysage français ne nous aide pas, c'est qu'on compare souvent le MR aux Républicains. Donc le parti de Sarkozy, Juppé, parce qu'on ne sait pas qui sera candidat, donc je pourrais citer encore 40 noms, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de candidats. C'est pas la même chose philosophiquement. On a d'un côté de la droite conservatrice, on l'a vu, pas ouverte au mariage homosexuel, très réticente à tout ce qui est vote des étrangers, au communal, etc. Ça, c'est sur les valeurs sociales. Par contre, ils sont très libéraux sur l'aspect, en tout cas libéral, au sens strict du terme, sur l'aspect économique. Nous, au niveau du MR, on est libéral sur le plan économique, ce qui reste une valeur, contrairement à ce qu'on dit. Il faut arrêter... vous savez, je suis très inquiet sur tout le mal qu'on dit du libéralisme. On vit dans une démocratie libérale. Il ne faut jamais oublier ça. Et
tous les pays du monde qui connaissent le libéralisme philosophique sont ceux qui ont le plus haut niveau de développement, où on vit le plus longtemps, avec le plus de richesses réparties, qu'on prenne l'Europe continentale, occidentale, qu'on prenne même les États-Unis qu'on critique souvent. Je préfère vivre dans ces pays-là que dans bon nombre d'autres pays. Donc ça, je crois qu'il faudra le rappeler. Mais nous devons aussi être des libéraux sur le plan sociétal. Et donc, libéral sur le plan sociétal, ça veut dire ouvert à tous les progrès. Et, si je devais donner une définition, un libéral, c'est quelqu'un qui doit anticiper. Il doit penser la société de demain. Parce que justement, s'il veut que les énergies puissent se déployer, il doit comprendre les aspirations des gens. Il doit aider ces aspirations. Je prends un exemple très concret, très pratico-pratique, sans partir dans de la grande philosophie. Quand vous voyez l'économie collaborative, un conservateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interdire. Comme quand on a créé le chemin de fer, au début, il y en a qui ont essayé d'interdire parce qu'il y avait les calèches, quand on a créé l'eau courante, il fallait protéger les porteurs d'eau. Chaque innovation technologique a créé du chamboulement. Et eh bien, un libéral, lui, il va essayer d'intégrer cette nouvelle donnée qui est porteuse de progrès, et ça, le progrès est une valeur importante, pour que les citoyens puissent réellement en profiter. Vous définiriez-vous comme un libéral social ? Alors, moi j'adore Louis Michel et Richard Miller, j'ai pas envie de me disputer avec eux. J'ai toujours eu un problème avec le concept de libéral social parce que ça voudrait signifier que le libéral n'est pas social en tant que tel. Moi je crois que l'idéologie libérale est sociale. Alors, c'est clair, il y a des libéraux de gauche et des libéraux de droite. Alors, est-ce que je suis un libéral de gauche ou de droite ? Moi, je m'assume comme étant à droite, objectivement. Maintenant, je pourrais être considéré comme libéral de gauche sur une série de questions de société, ça c'est possible. Mais voilà, j'assume ma position, j'ai plutôt un positionnement de droite. Souvent, on positionne la droite et la gauche sur quoi ? Sur la conception de l'économie. Et j'ai une conception de l'économie qui est plus à droite, et je pense que dans l'histoire d'ailleurs, les conceptions de gauche n'ont jamais fonctionné, donc que les choses soient très claires. Maintenant, je vais vous dire, le problème, il n'est pas de savoir si certains sont des libéraux sociaux ou pas. Je crois que la question est de savoir que celui qui est conservateur, pardon, pas démocrate, on est tous démocrates, mais celui qui est conservateur doit peut-être s'interroger par rapport à son appartenance à un parti libéral. Je ne vise personne en particulier, mais je pense que c'est une tension qui est parfois présente chez nous. Il faut savoir le voir et l'entendre. On essaye de réconcilier toutes les tendances de la droite. Êtes-vous un citoyen européen convaincu ? Oui, et d'ailleurs j'en avais discuté avec Louis Michel, d'essayer dans la prochaine doctrine de faire passer le chapitre européen en premier lieu. Parce que dans les programmes, tous les partis politiques vous disent « Ah, moi je suis un malade amoureux de l'Europe ». Ok, sauf que dans les programmes, ils mettent toujours à la fin, ils mettent 10 lignes, parce qu'on est bien obligé de mettre 10 lignes sur l'Europe. D'ailleurs, le meilleur exemple de ce que je dis, c'est essayer de trouver la visibilité d'une campagne électorale européenne. Moi, j'ai rarement vu un débat, hormis dans les unifs, avec quelques personnes qui vont... Mais à la télé, en prime time, on dit l'enjeu, l'Europe. Moi, j'ai rarement vu ça. Deuxième élément, c'est que vous ne pouvez pas dire « moi je suis pour l'Europe », mais à chaque fois qu'il y a une mauvaise décision, et là je vise très clairement le président du Parti Socialiste par exemple, il a été Premier ministre. À chaque fois qu'il y a un problème, il tape sur l'Europe. Il dit « oui, l'Europe c'est scandaleux, dumping social, cette Europe ultra-libérale ». D'ailleurs, vous avez vu comme ils n'arrivent plus à critiquer les libéraux, parce qu'eux-mêmes le sont devenus sur le plan économique. Quand je vois les politiques du PS, on est quand même... eh bien... Ils disent ultra ou néo. Ils sont obligés de mettre un mot devant pour montrer que c'est méchant, quoi. Mais vous ne pouvez pas dire « moi j'aime l'Europe » et puis taper sur la tête de l'Europe en permanence. Parce que ce que, par exemple, oublie de dire le président du PS, c'est que sa région, Mons, on n'aurait fait aucun travaux ces 30 dernières années. Mais aucun. Il n'y aurait eu aucune réalisation si on n'avait pas eu les fonds européens, par exemple. On est une région sous fonds FEDER, donc en retard de développement, considéré comme tel, et donc on reçoit des moyens européens pour développer nos structures. Mais par exemple, c'est un bienfait de l'Europe. J'aurais aimé l'entendre, avec autant de force, remercier l'Europe et le projet européen pour ses fonds, qu'il ne le fait quand il y a effectivement un dumping social qu'il faut régler. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes à résoudre qu'il faut jeter le modèle. Il y a des problèmes en Belgique. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va brûler le pays. Il y a des problèmes dans le monde. On fait tout péter. Il faut arrêter. Il y a des problèmes en Europe. Mais la construction européenne est vraiment quelque chose de fondamental. De toute façon, que les choses soient très claires. On est dans une direction où tout le monde a envie du repli national. On va juste
contribuer à augmenter le malheur des peuples. C'est tout ce qui va se passer. Parce que le problème environnemental, il est mondial. Le problème économique et financier, il est mondial. Les problèmes de déplacement de personnes, que ce soit pour des raisons économiques ou des raisons humanitaires, c'est mondial. Et on va faire quoi? On va essayer chacun de fermer la porte de la frontière en espérant que quelque chose va se résoudre comme ça? Ça n'a aucun sens. Mais pour ça, il faudrait que tous les hommes politiques soient courageux et assument cette vision-là et aillent expliquer à leur population plutôt que de jouer sur les bons sentiments. C'est tellement facile de dire c'est de la faute de l'Europe. Quel serait, selon vous, en quelques mots, l'Europe à espérer pour demain? Je pense, mais vous savez, quand on est belge, c'est facile de dire ça. L'Europe à espérer pour demain, il faudrait déjà une uniformisation, ou du moins d'avoir quelque chose qui tend vers une uniformisation au niveau fiscal, au niveau social. Tant que les pays continueront à se faire une concurrence fiscale et une concurrence sociale, on va dans le mur. On va tous dans le mur. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pour le moment, on vous dit il faut être compétitif comme les Allemands. Donc il faut baisser l'impôt. Ok, on baisse l'impôt. Il faut baisser les charges. Baisse les charges. Puis, il y en a bien un dans la bande qui veut être plus malin que les Allemands. J'entends que les Anglais veulent passer à 15%, l'impôt sur les sociétés. Ah, boum. Bon, eux, ils sont plus dans l'Europe. Pour le moment, ils sont toujours. Il faut mettre l'impôt à 15%. Très bien. Et puis, il y en a bien un qui veut le mettre à 12%. Et puis un jour, on n'aura plus d'argent au niveau de l'État pour financer des politiques publiques. Et donc, tant que les États resteront désunis, ça va être le grand marché de multinationales ou de financiers. Alors on va dire, tiens, c'est bizarre qu'un libéral dise ça. Mais non, le libéral, il veut une économie au service de l'homme. Il ne veut pas une économie au service de quelques-uns qui s'enrichissent de manière disproportionnée. Nous, on veut une économie qui fonctionne bien parce que cette économie-là crée du progrès, crée de la richesse. Cette richesse permet à chacun d'élever son niveau de vie. Nous, des traders qui jouent en une fraction de seconde avec un ordinateur pour déplacer des capitaux à l'autre bout du monde, c'est pas notre conception du monde. Moi, j'ai jamais eu cette conception-là du monde tout en étant libéral. Ça ne veut pas dire que on considère qu'il ne faut pas de finance, il en faut certainement, mais pas comme ça. Ça, c'est clair. Et donc, si on ne va pas vers une uniformisation sur le plan fiscal et social, on va dans le mur en matière de notre protection sociale, on va augmenter la concurrence entre les gens, entre les peuples, et on va continuer à développer la xénophobie, le racisme, et on va dans le mur. Moi, je ne suis pas Madame Irma, mais on sait ce qui s'est passé dans l'histoire. Hein. Plus le désespoir des gens va augmenter, plus vous aurez des phénomènes de révolte qui se manifesteront dans de la révolte violente ou dans des choix électoraux absurdes. Mais là, il ne faudra pas en vouloir aux citoyens, il faudra peut-être aussi en vouloir aux politiques qui, à un moment donné, n'a pas fait la réforme. Pour conclure notre agréable entretien, et comme de coutume, je vous propose de compléter ces quelques phrases. Alors, aujourd'hui, l'homme, avec un grand H, devrait... L'homme devrait donner les moyens à tous ses semblables de pouvoir se développer. Pour vous, Dieu est personnel. Être un homme politique aujourd'hui, c'est ne pas avoir peur du langage vérité, du discours vérité et des actes. La Belgique de demain sera dans une Union européenne forte ou ne sera pas. Georges-Louis Boucher, merci et bon courage pour Mons. Merci beaucoup. Georges-Louis Boucher, merci beaucoup de votre participation. Merci à vous.